Aujourd'hui, à notre émission au podcast, on reçoit une grande amie à moi, Marie-Ève Mathieu, ostéopathe, facilitatrice en constellation familiale et méditante. C'est une amie très chère que je porte à mon cœur. C'est une thérapeute douée, très expérimentée dans son domaine. Aujourd'hui, on va parler du rôle des émotions sur notre système nerveux, sur notre corps et même sur les maladies que ces émotions-là peuvent créer. Marie-Ève va nous parler en détail d'épigénétique, de trauma intergénérationnel et au quotidien, comment bien réguler nos émotions, comment les vivre pleinement et de toute cette boucle, en fait, que crée l'émotion. Au moment qu'on reçoit l'émotion, c'est quoi les conséquences sur notre corps? C'est quoi le cycle hormonal que ça crée et la suite de conséquences physiologiques corporelles? Donc, on plonge vraiment en détail sur les effets de tout l'univers émotionnel sur notre santé. Concrètement, les maladies auto-immunes, l'inflammation et tous les thèmes qu'elle peut recevoir dans son bureau. Elle va également nous parler un petit peu du rôle intergénérationnel grâce aux constellations familiales. Donc, c'est un épisode à ne pas manquer, plein de ressources pour tous ceux et celles qui veulent avoir une vie un peu plus consciente. Bienvenue au podcast Créer, Grandir, Soigner, un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Bienvenue, Marie-Ève! Merci. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Donc, Marie-Ève Mathieu, ostéopathe, animatrice en constellation familiale. Tu travailles au Centre thérapeutique Boréal où est-ce qu'on tourne le podcast en ce moment. Donc, c'est un lieu que tu connais. Très bien. Très bien. Donc, aujourd'hui, tu viens nous parler de psychosomatique. C'est un terme qu'on connaît bien. Tu viens nous parler également de trauma, comment est-ce que ça se loge dans le corps et pourquoi est-ce que le corps garde les traces. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les bases de la psychosomatique? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça? Un peu nous donner ton avis sur ce mot. Oui. Bien, comme tu le sais, j'ai toujours un intérêt pour le corps humain dans toutes ses facettes. Fait que autant le corps physique que les émotions, que le corps aussi plus spirituel pour ce qui est de mes croyances à moi. Donc, j'ai l'impression que tout est interrelié puis qu'on ne peut pas traiter juste une partie sans adresser toutes les parties de l'être humain. Ce qui fait que j'ai commencé à être intéressée à l'ostéopathie assez jeune pour pouvoir travailler avec mes mains, aider les gens. Puis ensuite, rapidement, dans ma pratique, je me suis rendu compte que les émotions étaient vraiment intrinsèquement reliées avec les blessures physiques des gens. Donc, c'était assez rare que le corps était l'unique problématique. Souvent, le corps physique, en fait. Souvent, les émotions aussi étaient impliquées dans la problématique. Fait que tu traitais quelqu'un qui avait une problématique physique, mettons, puis là, rapidement, dans ton processus de traitement en ostéo, il y a des gens qui commencent à parler, puis là, tu voyais des corrélations, finalement. Oui, tout à fait. Puis, veux pas, tu sais, on est toujours sujet au stress externe, environnemental. Aujourd'hui, la vie va vite, le travail nous stresse, les enfants, la famille. Donc, souvent, les gens arrivaient chargés de stress, d'émotions qui me parlaient, qui me communiquaient. Puis je me rendais compte que il y avait un lien, veux pas, avec le corps. Et par certaines expérimentations aussi avec des clients que je voyais depuis un certain temps, parfois, quand j'avais des contacts physiques où je faisais des manipulations en particulier, il y avait des émotions qui surgissaient aussi. Donc, ça m'a fait vraiment confirmer finalement qu'effectivement, on ne pouvait pas traiter le corps sans adresser les émotions. Et je me suis mise après à chercher un peu plus pour trouver différentes théories, lire là-dessus. Les neurosciences aujourd'hui expliquent beaucoup de choses qu'on n'expliquait pas avant. Donc, je me suis inspirée de différents auteurs, puis avec ça, j'ai mis ça dans ma pratique finalement. Puis aujourd'hui, avec le Centre thérapeutique Boréal, ça me permet de le mettre en pratique parce qu'on se réfère des clients. Donc, je traite beaucoup plus de problèmes d'anxiété, de dépression, justement de chocs post-traumatiques par le corps, en fait. C'est quoi ça veut dire psychosomatique? Tu sais, on entend souvent ça. Ce serait quoi ta définition? Ma définition, ce serait que les émotions qui sont pas exprimées, finalement, vont finir par s'enregistrer dans nos tissus, dans notre corps. Alice Miller, une auteure en psychologie, disait que seules les émotions qui sont bannies
vont se fixer dans le corps. Donc, Seules les émotions qui sont bannies vont se fixer dans le corps. Exactement. C'est beau de bannir une émotion. Ben, c'est beau. C'est pas l'idéal. Ben justement, c'est pas l'idéal. C'est ça qui crée les enjeux psychosomatiques, donc les dysfonctions psychosomatiques. Ce qui veut dire que quand une émotion est pas... Une émotion, c'est fait c'est un mouvement. Ça le dit, émotion, c'est une énergie en mouvement. C'est fait pour être ressenti et être exprimé pour pouvoir sortir du corps, entre guillemets. Ce qui veut dire que si on réussit pas à la faire circuler, à la faire s'exprimer et sortir de notre corps, elle va rester prise dans le corps, littéralement, dans nos tissus, par mode de protection, finalement. Donc, si on l'adresse pas, si on l'exprime pas, ben on peut pas s'attendre à ce qu'elle soit, à ce qu'elle disparaisse. Ce qui fait qu'en ostéo, on peut venir, en ostéo pour ma part, ou n'importe quelle thérapie corporelle qui adresse les émotions, on peut venir finalement ramener la conscience dans le corps pour pouvoir adresser cette émotion-là qui n'a pas été vécue. Fait que concrètement, mettons, parce que dans le domaine de la psychologie, nous, à l'école, ce qu'on apprend, c'est qu'une émotion, c'est généré par une cognition, une pensée. Fait que tu as une pensée, ça te fait vivre une émotion. Mais mettons, d'un point de vue physique, corporel, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand, je ressens de la tristesse, par exemple. Là, je ressens la tristesse, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi est-ce que je la ressens, tu sais, dans mon ventre, la gorge qui se serre? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Oui. Mais il y a différentes théories. Là, toi, tu en apportes une, mais aussi, je vais peut-être scraper son nom, tu m'aideras, là, mais Bessel van der Kolk. Moi, je l'ai bien dit. Dans le fond, qui dit que l'émotion est aussi une réaction physiologique à un stimuli. Donc, ça n'a pas besoin de passer par la pensée, mais ça peut être le corps d'abord qui réagit et ensuite, on va avoir une réaction affective ou émotionnelle qui va suivre. Donc, il y a les deux façons de voir ça. Dans tous les cas, ça passe par le corps, de toute façon. Et là, comment ça fonctionne? Je vais faire une petite explication vulgarisée. En fait, le corps est bien fait. Il est fait pour recevoir des stimuli et réagir à ces stimuli-là, toujours dans le but, si on pense au fait qu'on est un mammifère, veut pas, toujours dans le but de la survie de l'espèce. Au final, ça revient toujours à ça. On veut se sortir des événements, des expériences difficiles, négatives. On veut être capable de pouvoir, avant, c'était vraiment la survie carrément du corps, de l'espèce, l'intégrité physique. Donc, pour ça, on reçoit un stimuli. Le système nerveux va venir l'analyser, finalement, ce stimuli-là. Ça va passer par le système limbique, qui est une partie de notre système nerveux central au niveau de notre cerveau. Et ce système limbique-là, dans le système limbique, il y a l'amygdale qui est là pour analyser, justement, est-ce que ce stimuli-là je dois réagir ou comment je dois réagir à ça. Et ensuite, va envoyer les influx à l'hypothalamus qui, elle, est une glande au niveau du système nerveux central, responsable de toute la cascade hormonale ensuite qui va arriver et la cascade du système nerveux autonome. Donc, je parle un peu vite, je m'excuse, je vais prendre le temps d'expliquer parce que c'est important. En même temps, j'étais en train de me dire, tu sais, ça se fait vite, ça aussi. Oui, c'est ça comme se fait très vite. Une seconde, tac, tac, tac. Exact. Là, j'explique ça en détail, mais tu sais, au final, c'est momentané, évidemment, pour qu'on puisse justement réagir le plus vite possible. Donc, l'hypothalamus va envoyer ensuite des signes endocriniens qui vont créer une cascade hormonale, que ce soit par exemple, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, si on parle de joie et de bien-être, la dopamine. Donc, toutes ces hormones-là vont être sécrétées pour permettre au corps de réagir. Et il y a le système nerveux autonome aussi qui va être important, qui va être activé. Là, on a, je sais que tu connais bien le système nerveux autonome, mais pour les auditeurs, on a le système nerveux parasympathique et sympathique, qui sont les deux branches du système nerveux autonome. Et le système nerveux sympathique est responsable de tout ce qui est activation à la menace. Donc, souvent, on entend « fight or flight ». Ouais. Donc, ce système-là est là pour, justement, conserver nos réactions de fuite, de survie, pour pouvoir activer, finalement, différents organes, différentes structures qui vont nous aider là, soit à s'enfuir ou à se battre. Ensuite, on a le système parasympathique qui est responsable, lui, plutôt de notre homéostasie, donc l'équilibre, les fonctions nobles, la respiration, par exemple, la digestion et compagnie. Donc, ces deux systèmes-là existent. Puis, on a aussi le système nerveux parasympathique qui est en deux branches, qui a une branche qu'on appelle vagale postérieure, qui est plus antérieure, qui est plus responsable de nos réactions de freeze. On entend ça, là,
d'immobilisation, carrément. Donc, ces 3 systèmes-là vont être activés justement par l'hypothalamus qui, lui, elle, a été activée par l'amygdale et compagnie. Et là, dans notre corps, ben, il va y avoir des réactions carrément physiques. Comme par exemple, tu as sûrement déjà expérimenté quand on est anxieux, quand on est stressé, l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la pression sanguine. On peut avoir aussi les mains moites, on peut avoir les jambes un peu chambranlantes, on va se sentir un peu plus tendu aussi dans nos muscles squelettiques. Donc, tout ça, c'est des réactions physiologiques dues aux stimuli de départ, finalement. Et on a vu, là, on vient de voir un peu comment ça peut se propager, finalement, là, jusque dans nos structures. C'est tout le chemin de l'émotion. Ouais. Puis, qu'est-ce qui arrive si, tu parlais du système sympathique, parasympathique. Oui. Donc, le système sympathique, ça s'active... C'est comme on dit dans le domaine de la thérapie, en stresseur. Fait que stresseur, ça peut être même positif, là, mais dans le sens d'une grande joie, quand le système se met en branle. Parasympathique, c'est le retour à la normale plus baseline. Qu'est-ce qui arrive chez quelqu'un que son système sympathique est tout le temps activé? Des émotions fortes, là, tout le temps, mettons, ou de façon, je peux pas dire tout le temps, mais chronique, là, tout le temps, du stress, de la colère répétée. Oui, tout à fait. Ben, en fait, ce que ça fait, c'est comme si le corps y interprète qu'il doit être toujours en mode survie ou en mode menace. Donc, ces hormones-là dont on parlait tantôt, principalement l'adrénaline, le cortisol, qui vont être sécrétées de façon, disons, chronique, comme tu le disais. Et donc, les organes, les vaisseaux, les nerfs, ils vont être constamment activés en mode sympathicotonique, ce qui veut dire que ben, la pression artérielle va être augmentée de façon chronique. On peut avoir de la tachycardie aussi, augmentation du rythme cardiaque de façon chronique, des tensions musculaires aussi ensuite. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant dans la théorie de Peter Levine, qui a écrit, là, je ne saurais pas c'est quoi en français, mais Waking the Tiger, qui est vraiment une approche là, sur les traumas, on pourra en reparler après. Mais lui, il disait que cette boucle-là qu'on garde finalement, qui devient chronique et qui crée finalement des pathologies aussi éventuellement, si le système est toujours dans cette boucle de menace en sympathicotonie, pardon. Éventuellement, ça peut créer des problématiques de santé carrément. Mais lui, il disait que la raison ultime pour laquelle on est pris dans cette boucle-là, c'est qu'on n'a justement pas pu vivre l'émotion, la cascade émotionnelle jusqu'au bout et s'en sortir en l'exprimant complètement de notre corps. Parce que tantôt, tu nous disais que la boucle complète, ça se termine par le système parasympathique, un retour à la normale. Exact. Mais si on freine l'émotion en disant « je veux pas la ressentir », ben il y a quand même eu un déclenchement. Il y a quand même eu une shot hormonale, puis là, ça reste jamais on reste pris avec ça, puis on peut revivre ensuite la boucle, même si l'événement qu'on a vécu initialement, c'est plus celui qu'on va revivre, mais on va avoir des triggers qui vont nous ramener à notre état physique dans lequel on est pris. Est-ce que le corps, il cherche à terminer la boucle? Oui, tout à fait. Oui. Puis, est-ce que tu l'expliques super bien dans des termes scientifiques puis tout, mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça. Est-ce que la communauté médicale ou tout ce qui est le soin de santé occidentale accepte ça? Est-ce qu'il l'intègre dans ses processus de soins? Je pense de plus en plus, j'ai envie de dire. Je pense qu'avant, c'était bafoué. On pensait que, en fait, déjà, les émotions n'étaient pas très écoutées, entendues, prises en charge. Puis le lien entre l'émotion et le corps non plus. Disons je pense que les études n'avaient pas été faites encore assez poussées. En neurosciences, on l'adresse de plus en plus, donc j'ai l'impression que maintenant, puis même on en entend avec des médecins de famille qui nous nomment à quel point c'est important de faire attention à nos émotions, nous réfèrent en psychologie, nous proposent des différents outils comme la cohérence cardiaque, par exemple, la méditation, la respiration. Je pense que c'est de plus en plus, on n'a pas le choix en fait, là, on se rend compte que physiologiquement, c'est important, donc on l'inclut de plus en plus, j'ai l'impression. Puis ça a l'air de quoi? Tu sais, qu'est-ce que tu vois dans ton bureau? Quelqu'un, par exemple, qui traîne des émotions non complétées, qui ont été déniées, dans le fond, depuis des années. Ça fait 20 ans, 30 ans, il vit de la colère, tout ça. Ça ressemble à quoi dans ton bureau? Un corps, un système nerveux qui n'a pas pu terminer la boucle émotionnelle? Oui. En fait...
nous, on est en ostéopathie, on est des spécialistes avec nos mains. Donc, veut pas, on ressent les choses physiquement. Ce qui fait que moi, ben, j'ai la chance d'avoir cet outil-là pour pouvoir aller palper le corps, pour pouvoir ressentir des tensions ou de la mobilité, de la souplesse ou de la rigidité, peu importe. Donc, souvent, on va dire le plus souvent, les gens qui ont vécu des émotions qui sont prises dans leur corps, évidemment, on va sentir des tensions au niveau des tissus. La plupart du temps, les tensions par expérience, ça fait 20 ans que je pratique, puis par expérience, la plupart du temps, les tensions associées aux émotions vont se retrouver dans les viscères, les organes, le système nerveux, le diaphragme, qui est vraiment... C'est quoi le système nerveux? Peux-tu nous le décrire? Oui. Parce qu'on en parle depuis tantôt. Ben oui, OK. Le système nerveux, dans le fond, c'est un peu comme notre système électrique qui nous permet de recevoir les informations et de les acheminer jusqu'à temps qu'elles soient traitées pour ensuite pouvoir réagir. Donc, il y a des informations afférentes et efférentes dans notre système nerveux. Puis, il y a plusieurs composantes du système nerveux. On a le système nerveux central, qui est finalement notre cerveau, l'encéphale, les deux parties, là, ce qu'on voit le plus souvent dans les images. Donc, les deux parties du cerveau, les deux hémisphères du cerveau. On a aussi le cervelet à l'arrière, le tronc cérébral. En fait, tout ce qui va gérer, analyser, traiter l'information, donc qui se retrouve la plupart du temps, bon, pas la plupart du temps, mais pour la plupart dans notre tête. Et ensuite de ça, bien, on a toute la moelle épinière qui descend et tous les nerfs périphériques qui vont partir de la moelle épinière puis qui vont aller envoyer l'information là, jusqu'à nos pieds, jusqu'à nos mains, jusqu'à nos extrémités. Les petites lignes là, qu'on voit dans l'image là, oui. qui font comme des racines là, un petit peu. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment nos fils électriques finalement qui vont conduire l'information nerveuse, qui vont la ramener aussi au centre. Donc ça, c'est les petits nerfs périphériques. On a aussi le système nerveux autonome, dont on a parlé tantôt, qui va régir toutes les fonctions, finalement, de l'organisme, les fonctions involontaires autonomes. Votre battement cardiaque, la digestion, le péristaltisme du tube digestif, la vessie, les organes génitaux, bon, tout ce qui est aussi la gorge, la parole, tout ce qui va servir, finalement, à notre système pour pouvoir fonctionner. Ouais. Puis, on a le système nerveux qui va être plus volontaire, qui va être celui qui va vous permettre de faire des mouvements. Fait que là, quand je gesticule, je le sais que je gesticule, c'est un mouvement volontaire quand je marche. Donc, tout ce qui est volontaire, là, ça vient du système nerveux qui va permettre aux muscles carrément de bouger. OK. Fait que là, toi, tu reçois dans ton bureau quelqu'un, viscère, système nerveux. Oui. C'est raide. Oui, ben on va sentir carrément que le tissu, il va pas se déformer de la même façon, il va être plus tendu sous nos doigts, on va avoir de la difficulté à peser, là, à rentrer, un peu comme si vous aviez une livre de beurre puis qui était très dure versus s'il était un peu ramolli. C'est un peu une analogie pour dire qu'on n'arrivera pas finalement à pénétrer à l'intérieur des tissus. Et là, ben après, c'est une question d'acuité sensitive. Comment on fait pour savoir que c'est plus associé à une émotion, par exemple, qui a un mouvement répétitif au travail? Déjà, on a l'anamnèse d'avance qui nous dit que ben, la personne, par exemple, elle a vécu des traumas quand elle était plus jeune ou qu'elle a une situation d'anxiété généralisée. Donc, l'anamnèse, c'est la petite bio là, qu'on fait dans le domaine de la santé au début. Là. Exactement. T'es né en quelle année? C'est ça. As-tu des enjeux de santé? Tout à fait. On passe au travers, finalement, là, de la santé de la personne, puis on lui pose des questions, puis on va... Moi, c'est sûr que comme je suis vraiment sensible au système émotionnel, bien, je vais poser des questions aussi sur son vécu émotionnel. Est-ce que la personne consulte en psychologie, par exemple, a déjà fait une dépression, burn-out, anxiété, a déjà eu des traumas? Donc, c'est sûr que ça me guide un peu vers ça dès le départ. Et ensuite, bien, quand je vais mettre ma main, bien, il y a des signes qui ne trompent pas, comme par exemple, des fois, il y a des inconforts, la personne va se mettre à bouger, elle peut avoir un flush au niveau du visage, donc devenir rouge, elle peut devenir moite, elle peut avoir carrément des émotions, la respiration qui va changer. Donc moi, ça me permet de savoir qu'il y a un inconfort associé à mon toucher. C'est comme si le corps me dit « Hey, on n'est pas bien que tu sois là parce que nous, on se protège à un endroit précis. » Ouais. Mais même, tu disais qu'il y avait une différence entre si c'est un mouvement répété, genre mécanique, une blessure sportive ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai souvenir que je m'étais vraiment blessée au genou en faisant du jogging, parce que je faisais énormément de jogging il y a plusieurs années. Puis c'est un super de beau sport, là, c'est rien contre le jogging, mais je m'étais fait traiter en physiothérapie puis en chiropratie à l'époque, pas avec une ostéopathe. Puis
la chiro, elle avait commencé à me questionner à savoir pourquoi je faisais du jogging. Puis elle s'était vraiment mise à comme investir. T'en faisais vraiment beaucoup, puis tu sais, tu t'es blessée, puis t'as continué. Puis elle insistait vraiment sur la cause de mon jogging. Ouais. Puis à l'époque, ben, je me rendais compte que je courais parce que je voulais m'enfuir. Tu sais, je voulais m'enfuir d'une situation de vie qui me déplaisait, puis tout. Fait que même la blessure, bien qu'elle était sportive, elle avait une source, en fait, Ouais. d'un inconfort dans ma vie. Tu sais, la raison qui me menait à me pousser à bout comme ça, qui avait mené à une blessure physique, que j'avais continué malgré la blessure, ben c'était émotionnel, en fait. Tu sais. Ah oui, tout à fait. Mais oui, c'est rare que c'est pas relié. C'est ça, c'est excessivement rare que c'est pas relié, à moins vraiment. Puis encore, il y en a qui disent que même les accidents peuvent être d'origine psychosomatique, mais j'allais dire, tu sais, à moins d'avoir un accident où est-ce que là, carrément, il y a un truc physique qui va être imposé, tu sais. Mais sinon, oui, il y a souvent une origine émotionnelle. Puis moi, ben, justement, je vais souvent demander aussi, quand tu t'es blessé, dans quel état émotionnel étais-tu? Est-ce que tu venais d'apprendre le décès de ta tante? Est-ce que tu venais d'apprendre que ta fille avait des problématiques sévères à l'école? Est-ce que tu venais de te chicaner avec ton chum, tu sais? Parce que les tissus, eux, ils vont se souvenir de cette vibe émotionnelle-là. Donc, même si la blessure semble d'origine purement mécanique, il y a peut-être sous-jacent à ça un contexte émotionnel qui fait que la blessure va persister, même si on va venir créer des manipulations, de l'espace, de la détente musculaire. Ça se peut que ça soit maintenu. Et là, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que la personne va revenir avec la même douleur la session d'après. Et là, on comprend qu'il y avait quelque chose de sous-jacent, justement. Ça m'arrive, ça, parfois, où est-ce que la personne... Parce que on sait que nos clients, des fois, aiment j'ai envie de dire diriger, là, mais gentiment, diriger le traitement. Donc, ils viennent nous voir puis ils nous disent, ben j'ai mal au coude, j'aimerais ça que tu dégages mes muscles, que tu me fasses bouger mon coude pour plus avoir mal. D'une mission claire, là. Exactement. Puis des fois, ben je les écoute pour justement aller dans leur sens, mais en dedans de moi, je me dis, ah ben si la prochaine fois c'est encore là, il va sûrement y avoir quelque chose de sous-jacent justement adressé de plus émotionnel ou affectif, ouais. Mais ça te demande une certaine... c'est un mot un peu clinique, mais une certaine posture thérapeutique, c'est-à-dire une certaine attitude envers le client. Tu sais, si la personne advient parce qu'elle a mal au coude, parce qu'elle a soulevé des sacs de farine, puis que là, toi, tu te rends compte que la personne revient tout le temps par rapport à ça, tu sais, comment est-ce que tu abordes le sujet avec le client pour dire est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres choses, tu sais? Ben, j'aime bien expliquer, faire des liens pour que la personne comprenne, parce qu'il y a des fois des gens qui sont un peu plus, on va dire, réservés ou qui vont être moins aptes à plonger dans différentes émotions. Puis dans ce temps-là, j'aime bien expliquer un peu ce que j'ai fait avec toi au début. Là, j'explique le lien entre le vécu émotionnel et comment ça va se créer, se cristalliser dans le corps. Et peut-être justement de leur expliquer que ben, à cause de ça, on n'arrive pas à se rétablir complètement d'une blessure. Donc, ça serait le fun de l'essayer au moins. Tu sais, j'essaie de créer une porte pour que la personne soit curieuse à vouloir l'essayer. Et là, ensuite, ben, on y va par étapes, tranquillement, selon le rythme de la personne aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche quand que tu touches un client pour faire un soin? Tu sais, le lien entre le toucher puis la guérison, finalement. Oui. Bien, déjà, le toucher thérapeutique qui est fait avec sensibilité puis avec, j'ai envie de dire, intelligence émotionnelle, dans le sens où est-ce qu'on écoute, on est plus à l'écoute que exécutant, disons. Déjà, justement, Peter Levine, il en parlait que ça va activer le système parasympathique, juste le toucher thérapeutique. Et donc, déjà, mettre le corps dans une position de calme, d'ouverture et de sécurité, surtout. Donc, déjà, juste le toucher, quand c'est, j'ai envie de dire, bien fait, mais bon, on pense qu'on fait bien des fois, puis on n'est peut-être pas assez à l'écoute. Donc, peut-être d'être vraiment à l'écoute en touchant la personne de ce qu'on ressent, dans le fond, de ce qui nous vient à nous. Donc, ensuite, on va pouvoir créer un contexte sécurisant, justement, en lui nommant certaines choses ou en lui permettant de respirer aussi. Déjà, juste ça active aussi le système parasympathique. Donc, est-ce que vous pouvez respirer dans votre ventre? Ou des fois, je viens mettre ma main aussi pour que la personne comprenne où respirer. Porter attention à la région qu'on va traiter, qu'on va adresser. Ça, c'est super important aussi. Pour que la personne vienne respirer et être présente aux tissus qui ont besoin d'être libérés.
Ça fonctionne super bien habituellement. Et on y va à leur rythme, encore une fois. Il y en a qui arrivent tout de suite à amener leur attention, leur respiration à la zone à adresser, puis il y en a d'autres que c'est plus long, mais on respecte le rythme de chaque personne. C'est des protections qui ont été mises par survie, carrément, tu sais. Donc, souvent, ces protections-là sont plus lentes à fondre, à relâcher, puis il faut suivre ça. Il ne faut pas le précipiter, sinon on se retrouve avec, puis je l'ai fait quand j'étais plus jeune en ostéo, on se retrouve avec des compensations ou des conséquences au traitement qui ne sont pas agréables pour le patient. Oui, ce qu'on appelle des résistances, nous, dans un domaine Okay. de plus de psychologie. Là. Oui. Comme que si on va trop loin, on force trop la démarche, bien, la personne, elle va se rigidifier, finalement, Exact. psychiquement. Exact. Tu sais, tantôt, on parlait de l'anamnèse, là, quand on fait la petite bio au début, puis tout ça. Jusque où tu vas, toi, aussi loin que tu vas? Est-ce que tu vas jusque quand la personne était dans le ventre de sa mère? Est-ce que... Ben oui, puis moi, comme je suis facilitatrice en constellation familiale, j'aime bien aller aussi dans les générations d'avant. Parfois, il y a on va appeler ça des traumas intergénérationnels. Je me suis rendu compte de ça beaucoup quand j'ai accompagné mes clientes en fertilité, qu'elles portaient des traumatismes physiques et émotionnels de leur maman, de leur grand-maman, et ça pouvait aller jusqu'à plusieurs générations avant. Maintenant, en épigénétique, en science, on le prouve comme quoi qu'on transporte carrément dans notre ADN des traumas qui ont été vécus par nos grands-parents et compagnie. Donc oui, ça peut aller loin, jusqu'où on pose des questions, en fait. Mais dans le corps de la personne, oui, ça peut être pendant sa grossesse, sa gestation, à la personne qui me consulte. Et après, la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, on essaie d'aller le plus loin possible là, dans son vécu émotionnel, tout à fait. C'est quand même fou de se dire qu'on pourrait porter des traumas de générations passées, tu sais, qu'on n'était même pas nés, on n'existait pas. Puis toi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement c'est quoi l'épigénétique dans tes mots ou le transfert intergénérationnel? Oui, en fait, c'est justement tout ce qu'on a vécu émotionnellement et pas juste ce qu'on transporte dans notre génétique. Donc, pas juste le bagage génétique dans lequel on arrive, qu'on apporte finalement, mais tout ce qui nous a été transféré. Donc, je trouve que je suis une personne d'exemple, là, puis ça va être plus facile pour moi de te l'expliquer avec l'exemple. Ils avaient fait des tests là, quand il y a eu la famine en Irlande avec... c'est quoi la maladie qu'il y avait eu là-bas? Je me souviens pas. Mais bon, il y avait eu une famine et une épidémie là-bas qui faisait que les gens mouraient très jeunes. Et ils ont fait des tests sanguins sur les descendants de 3 à 4 générations après. Puis ils se sont rendus compte qu'ils transportaient les mêmes gènes de stress que leurs aïeuls parce que de génération en génération, dans leur ADN, ça avait été transporté. Donc, même si eux avaient pas vécu de traumatisme, puis ça a été prouvé, ils transportaient quand même des facteurs de stress que leurs grands-parents, arrière-grands-parents avaient vécu. Ce qui a expliqué à la science, entre autres, que, oui, même si on n'a pas vécu de trauma dans notre vie, on transporte quand même le bagage là, de nos ancêtres, finalement. Ce qui fait du sens, parce que ça serait comme si le corps développait un processus d'adaptation, tu sais, un peu en lien avec l'évolution. Dans le sens que si mes ancêtres ont vécu tel trauma, mon corps va s'adapter à ce trauma-là, parce qu'on parlait de système de défense. Tout à fait. Mais après, moi, je vais le donner à mes descendants également, tu sais. Oui, tout à fait. Oui, parce que quand on pense en facteur de protection et non en termes seulement d'agression, parce que souvent on voit les émotions comme des agressions ou la façon de réagir aux émotions, mais au final, c'est juste de la protection. Donc oui, si nos ancêtres ont vécu des traumatismes, notre corps va s'adapter pour pas qu'on revive ces traumatismes-là, pour qu'on puisse survivre le plus longtemps. C'est la survie de l'espèce qui prime dans ce temps-là, tu sais. Oui. Puis ça ressemble à quoi quelqu'un qui... déjà, est-ce que c'est possible de se libérer de ces traumas-là ou de changer un peu son épigénétique? En tout cas, j'ai vu dans mon expérience pratique ce genre de libération-là qui a permis aux gens de libérer leur tension physique, mais aussi de pouvoir relâcher des émotions qui avaient pas été vécues dans la boucle complète, justement. Je te donne un exemple. Je sais pas si c'est correct que je donne des exemples. J'adore cliniques. les exemples. Okay. Donc, j'ai une cliente qui me consultait pour que je l'accompagne en fertilité. Et ce qu'on trouvait physiquement, c'est qu'au niveau de l'abdomen et du système reproducteur, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Donc, on parle de
de froid, si on veut être concret, là, froid, de tension au niveau des tissus. Ça manquait de vie, ça manquait de vitalité. Et donc, c'est sûr que si on veut permettre à la vie de s'implanter, on essaie de activer la circulation, bien sûr, puis de faire la vie, là, permettre à la vie de pouvoir circuler. Donc, je suis allée au niveau de son diaphragme, qui est un organe hyper important pour le corps humain, j'allais dire en ostéopathie, mais pour le corps humain en général. Puis, en traitant son diaphragme, en le relâchant et en demandant à la patiente d'être en contact justement là où j'étais, il y a eu un relâchement émotionnel qui s'est fait assez intense. Et puis, elle m'a dit que, en fait, live, pendant le traitement, elle venait de se souvenir qu'elle avait failli se noyer pour aller sauver son frère qui est en train de se noyer en voyage. Il y avait de ça peut-être 5 ou 6 ans. Puis elle avait failli se noyer, il l'avait réanimé et elle avait occulté ce souvenir-là complètement parce que ça lui avait fait peur de mourir. Elle avait eu peur de mourir, en fait. Donc la peur de mourir avait pris le dessus sur le vécu émotionnel et physique de la cliente. Elle avait bien boucler ça dans son diaphragme, dans sa ceinture de protection, que j'appelle. Et là, en relâchant la ceinture de protection, l'émotion a pu renaître et revivre, finalement. Ça a été quand même complexe pour elle parce que c'était un gros trauma qu'elle avait vécu. Donc, je l'ai référée en psychologie, évidemment, pour qu'elle puisse être accompagnée là-dedans. Et ensuite, elle a fait le suivi en psycho avec moi après. Puis, on a pu vraiment relâcher des tensions physiques et émotionnelles associées à ça. Puis, je dis « on », mais c'est elle. Moi, je l'ai simplement aidée, finalement, là, à relâcher ça, en ouvrant des portes, puis en amenant la conscience présente. Ouais. Puis, avais-tu eu un bébé, finalement? Je sais pas. J'ai pas une nouvelle d'elle, ça fait un petit bout. Faut faire un follow-up. Si tu nous écoutes. C'est ça. Faudrait avoir le... follow-up. Écris-nous en commentaire. Est-ce que, justement, tu parlais de diaphragme, le ventre, est-ce qu'il y a des organes qui sont plus propices que d'autres à garder des émotions? Oui, en médecine chinoise, on explique de façon empirique depuis des milliers d'années certaines émotions associées à certains organes. On a les classiques, le foie avec la colère, la bile avec les soucis, se faire de la bile. On va avoir le cœur avec trop de joie, excès de joie, ou au contraire, vraiment tristesse, dépression profonde, les poumons avec le deuil, les reins avec la peur. Donc, il y a beaucoup d'organes qui sont associés à certaines émotions. Je dois dire qu'en ostéo, je les retrouve aussi souvent, ces différentes émotions-là. La conscience de soi aussi au niveau du foie. Donc, oui, il y a des classiques, mais faut pas non plus généraliser parce que c'est pas toujours... En fonction de ce que la personne a vécu, ça peut être différents organes aussi. Mais ça arrive souvent qu'on fait des liens comme ça. L'utérus, j'ai oublié, c'est super important, mais tu sais, avec la créativité, mais la créativité de la vie at large, ça peut être pour avoir un enfant, mais ça peut être aussi un manque de créativité dans sa propre vie, donc créer sa vie, finalement, donc, ouais. Tu sais, en trauma, mettons, dans un domaine plus psychothérapeutique, on voit aussi qu'il y a certaines personnes qui sont coupées de leurs sensations corporelles. Par exemple, il y a des études qui ont été faites sur certaines travailleuses du sexe qui ont vécu des abus, puis en fait, elles sont coupées de leurs sensations, donc tant sur le plan de l'orgasme, la sexualité, mais même physiquement, là, des fois, tu sais, au niveau de l'épiderme, elles vont plus ressentir. Qu'est-ce qui fait que le corps, il peut aller soit dans la douleur, on parlait de douleur chronique, ou dans la coupure de sensations? Écoute, je suis pas spécialisée en neuro par rapport à ça, mais tu sais, j'ai envie de dire que ça dépend du système de protection de la personne, en fait. Tu sais, selon son vécu émotionnel, comment elle a interprété aussi le trauma, comment ça s'est passé. En fait, c'est plusieurs choses. C'est comment le corps l'a vécu et comment l'interprétation de l'analyse selon son vécu émotionnel à elle et qui sait peut-être selon ses parents aussi, comment vivent les émotions, qu'est-ce qu'elle a appris. Donc, il y a plusieurs différentes façons de réagir, j'ai l'impression, puis ça va venir en fonction de ça. Après, si on suit au système nerveux, qu'on reste dans le système nerveux autonome, le parasympathique, l'ancienne branche qui est reliée au cerveau reptilien, lui est responsable de shutdown, de l'immobilité, justement, le freeze. Donc, si la personne a vraiment perdu contact avec ses sensations, peut-être qu'on est allé jusque-là, mais ça prend des émotions de terreur, de peur extrême. Et c'est comme si le système nerveux sympathique, qui est responsable de fuir ou de se battre, n'a pas réussi à prendre le dessus, n'a pas réussi à s'activer assez,
parce que l'émotion était trop grande ou la menace était trop grande. Et là, on est tombé vraiment dans l'immobilisation. Ensuite, si on est plus dans un système nerveux de sympathie, en fait, si on a plus activé le sympathique, là, on va avoir plus des tensions, des rigidités. Donc, ça peut dépendre aussi de ça, jusqu'à quel point l'émotion était profonde, intense pour la personne aussi, comme elle l'a vécu. Puis est-ce que dans notre culture, on apprend à ressentir ou à intellectualiser notre réalité? Moi, je trouve malheureusement qu'on apprend à l'intellectualiser. On favorise et on encense beaucoup l'intellect, donc le cerveau qui est capable d'analyser, qui est capable de gérer, qui est capable de prendre du recul, mais tu sais, le cerveau émotionnel qui vient vraiment vivre l'émotion pour compléter la boucle, ça, je trouve qu'on le... Je pense qu'on en a peur, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on le bafoue. C'est que c'est épeurant, les émotions, pour certaines personnes, tu sais. Fait que, ouais. Puis, ça dépend des sociétés, j'ai l'impression. On parle souvent de médecine autochtone, de santé autochtone ensemble. Moi, j'ai un beau parcours dans cette branche-là. Puis, juste le fait d'être en contact, les gens font des cercles de parole, ils vont être en contact avec leurs émotions, puis ils vont être écoutés aussi, reçus par le cercle autour qui porte pas de jugement, d'analyse, simplement l'émotion qui va être vécue, qui va être véhiculée, qui va être reçue, et le contact avec la nature qui permet aussi d'être en présence avec soi, parce que quand on contemple la nature, ça nous permet aussi de se contempler à l'intérieur. Donc, il y a certaines sociétés, les sociétés... plus orientales aussi vont avoir cette tendance-là, être plus présents à leur ressentir, présents à la nature. Donc, je ne veux pas généraliser, mais je pense que notre société occidentale, on est beaucoup plus prêt à aller dans l'intellect, oui. Puis dire qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui suspecte, là, qui est peut-être un peu déconnecté de son corps. Comment est-ce qu'on peut voir les signes de dissociation corporelle? Oui, bien, déjà par des tensions, par des maladies qui s'installent progressivement. J'écoutais un podcast de Mel Robbins qui recevait une invitée, je me souviens pas du nom du docteur, mais elle disait que 80% des problématiques auto-immunes, c'est les femmes qui les vivent parce qu'elles vivent la charge mentale, le stress du quotidien, de la famille, des enfants. Donc, simplement, le stress peut venir dérégler le système auto-humain, donc notre barrière immunitaire, carrément, et développer des maladies auto-immunes dues au stress. Donc, je pense que déjà, tout ce qui est maladie peut avoir un lien quand même avec des émotions ou des stress qui n'ont pas été gérés. Après, je pense que j'ai perdu ramène-moi ta question. Tu as super bien répondu à la question. C'est quoi les signes? En fait, des tensions musculaires qui persistent, des troubles de sommeil. Il y en a qui me nomment, j'arrive pas à respirer, je sens que ma respiration est courte. Donc, le stress carrément aussi qui va s'incarner dans nos tissus. Donc, toutes sortes de réactions comme ça qui peuvent nous indiquer que peut-être qu'on n'est pas en contact avec notre corps, vraiment. Ça ressemble à quoi, mettons, une petite journée dans la vie de Marie-Ève, ostéopathe, en connexion avec son corps? C'est quoi ton rituel du matin? Oui, c'est une super bonne question parce que ça passe beaucoup par là, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec notre journée? Parce que, veux pas, c'est des petits gestes quotidiens qui peuvent aider. Se lever le matin dans un rythme lent, c'est sûr que ça aide. Donc, de ne pas tout de suite passer en mode médias sociaux, je retourne des courriels, je me mets tout de suite en mode travail, mais rester dans un rythme plus lent, où est-ce qu'on va apprécier, moi, tu sais, je regarde le soleil quand je me lève, je médite. Et quand on médite, on vient tout de suite en contact avec soi. Donc, je pense qu'une des clés d'être en contact avec soi, il y a la pleine conscience qui aide vraiment beaucoup. On a parlé tantôt de la cohérence cardiaque. Donc, on peut se faire un petit 5 minutes. Souvent, les gens, ils disent « Ah, mais c'est trop long, ça me prend trop de temps, j'ai pas le temps. » Commencez par 5 minutes, c'est suffisant. Donc, je prends 5 minutes pour moi. Donc, je rentre à l'intérieur de moi carrément. Je scanne comment va mon corps. Puis là, j'ai des indications, c'est ça qui est merveilleux. Mon corps me donne les indications, mon système nerveux me donne les indications de qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui cloche, ce à quoi je devrais porter plus attention, finalement. Donc, la méditation, c'est un bel outil. La cohérence cardiaque, ça l'est aussi. La respiration, on peut juste respirer. Ça va calmer le système nerveux autonome. On pourrait faire un sport qu'on aime, mais en conscience, en fait. C'est ça, le truc, tu sais. Parce que si tu fais un sport, comme tu nommais tantôt, pour fuir, tu restes dans ton fight or flight. Mais si tu fais un sport que tu sais en conscience, qui te fait du bien à ton corps puis qui te permet de rentrer en contact avec lui, c'est parfait. La danse, le chant, l'art, tout ça, c'est juste.
Puis, est-ce que pour faire de la méditation, pratiquer la pleine conscience, il faut être immobile? Parce que des fois, pour les personnes hyperactives ou anxieuses, l'immobilité, c'est une barrière en soi. Là, tu sais. Oui. Ben écoute, c'est sûr que l'immobilité du corps aide à être en contact parce que ça va permettre de revenir à soi. Parce que quand on bouge, je veux pas, on active notre système nerveux volontaire, on est ailleurs, on n'est pas nécessairement dans notre corps. La marche en forêt, par exemple, ou la marche, parce que je dis en forêt parce qu'en ville, on est tellement happé par plein de stimuli. Il faut vraiment être next level, il faut être le Yoda de la méditation pour arriver à rester en contact. De tout ça, c'est ça, mais en forêt, pourquoi pas, le tai chi, le yoga aussi, mais dans des cadres où est-ce qu'on va être remis à l'intérieur de soi. Donc, pas le yoga qu'on va regarder, elle a donc bien une belle veste Lululemon, ou elle fait le mouvement mieux que moi, ou celui-là, j'y arrive pas. Tu sais, parce que ça nous sort de notre contact à soi, finalement. Donc, la méditation pleine conscience en immobilité, ce que ça permet, c'est justement de revenir à soi. Mais on n'est pas obligé de le faire de façon rigide. On peut le faire par terre, couché, étendu, si on a des limitations physiques. On peut le faire assis dans un divan, tant qu'on est suffisamment alerte et en même temps calme. Dans le fond, c'est seulement ça qu'on demande. Puis tu penses qu'on a peur de quoi? Tu sais, il y a des gens là, qui sont vraiment résistants à ressentir leur corps, à être à descendre, là, tu sais, en psycho, on va dire top-down, là, tu sais. Ceux qui ont de la difficulté à descendre dans leur corps, on a peur de quoi, tu penses? Je pense qu'on a peur de notre réaction à nos émotions. Parce que je pense pas que c'est nos émotions qui nous font peur. Parce que je lisais aussi une étude qui disait que ça arrive en 6 secondes, une émotion, et que ça se dissout en 90 secondes si on la laisse aller puis on ne résiste pas. C'est pas beaucoup, là. 90 secondes, je disais ça à ma fille l'autre fois, puis elle était comme « Ah ouais ». On dirait que ça le fait réaliser, justement, que, ben, coudonc, ça passe, tu sais, une émotion. Je pense qu'on a peur que ça passe pas. Je pense qu'on a peur de s'accrocher à ça, de vivre l'inconfort longtemps. Et ça, c'est notre cerveau, c'est notre mental qui s'accroche à ça. Si on est dans le moment présent, tu sais, si on reprend les paroles d'Eckhart Tolle, si on est dans le moment présent pour vrai, on n'a aucune menace. Toi puis moi, présentement, assises là, on n'est pas... Notre survie n'est pas menacée. Non. On est bien, tout va bien, on respire. Mais si on se met à analyser, à penser, c'est là où, je pense, la réaction à notre émotion devient épeurante. T'sais. C'est des menaces de l'ego, un peu. Oui. Je vais-tu bien paraître devant la caméra? Est-ce que... Non. T'sais, on pourrait avoir plein de scénarios catastrophes un peu en ce moment, tu sais. Oui, tout à fait. Puis c'est quoi les émotions qui sont le plus tabous, tu sais, que les gens ont le plus peur de ressentir ou de s'avouer ressentir? Oui. Bien, si je parle de moi, mon expérience personnelle, je dirais la colère. Moi, ça m'a pris, puis j'ai encore de la difficulté avec ça, ça m'a pris beaucoup de temps à renouer avec la colère. C'est une émotion qui est violente dans le corps, la colère, hein. Tu sais, ça... On est tout tendu, on a les mâchoires crispées. C'est ça aussi, les émotions vont se loger dans le corps aussi différemment. La tristesse n'aura pas le même effet sur le corps, mettons, que la colère. T'sais, la colère, on va être dans le mouvement, on veut pouvoir se battre. Donc, il y a quelque chose de très violent dans le corps pour moi, en tout cas, avec lesquels je n'étais pas habituée de vivre ou de rentrer en contact. Donc, je pense que la colère en est une. Je pense que la peur aussi est quand même difficile à vivre pour les gens. Ils se sentent vulnérables, on se sent moins bon que quelqu'un d'autre, d'être pas capable de surmonter cette émotion-là. Et la tristesse aussi, j'ai l'impression. Tu sais, c'est 3 émotions fondamentales qu'on a souvent l'occasion de vivre dans nos vies, mais on bloque ça. Ouais. Y a-t-il des gens qui ont de la difficulté ou des peurs à ressentir de la joie? Probablement. Ben oui, s'ils ont été habitués, eux, à ressentir des émotions plus négatives. Dans leur enfance, par exemple, on voit ça, des gens, j'en ai des clients, je pense à une cliente en particulier qui a vécu beaucoup de traumatismes puis une vie difficile, on va dire, enfant. Ben son cerveau, la sérotonine, il sait pas trop comment la sécréter ou c'est pas accessible autant que quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a quelque chose d'inné, mais il y a quelque chose aussi d'acquis selon notre vécu émotionnel enfant, beaucoup. Donc oui, évidemment, la tristesse, la peine, excuse-moi, voyons. La joie. Je stick sur la peine, mais la joie peut être difficile à vivre pour certaines personnes, oui. De se te faire dire enfant, tu sais, de « calme-toi, là t'es trop excité », tu sais, des enfants qui sont très joyeux, très exubérants, tout ça, tu sais, que ça n'a pas sa place. Oui, tout à fait. Oui, dans un mode où est-ce qu'il faut être sérieux, il faut être performant, c'est sûr que la joie peut avoir moins sa place, tout à fait. Puis justement, tu sais, toi, tu travailles
de la grossesse jusqu'à la fin de vie même. Tu as accompagné des gens en fin de vie sur leur lit de mort, tu sais. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à des auditeurs qui ont des enfants puis qui se rendent compte qu'eux-mêmes ont des difficultés à être en contact avec leur corps, mais qui souhaiteraient mieux pour leur enfant? Oui. Comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à être en contact avec son corps? C'est tellement une belle question. C'est tellement primordial, je pense, pour le bien-être de nos enfants. En fait, ça passe beaucoup par nous, j'ai l'impression. Ça passe beaucoup par les parents, la façon dont on gère, ou on s'occupe, c'est même pas gérer, la façon dont on s'occupe de nous, de nos émotions, de notre vécu émotionnel. De un, ça va leur montrer à eux par, comment qu'on dit ça, par mimétisme. Ils vont vouloir faire comme nous, évidemment, mais aussi, ça va leur montrer qu'on peut être vulnérable et qu'ils peuvent l'être eux aussi. Donc, si on vit une émotion, puis je parlais de la colère, j'ai encore de la misère à montrer à ma fille quand je suis en colère, bien, j'aimerais ça qu'elle puisse quand même savoir que c'est correct. Fait que quand elle est en colère, j'essaie de lui nommer que c'est normal qu'elle le soit, tu sais, puis l'accompagner là-dedans. Fait que je pense de valider leurs émotions aussi. Puis ça passe par nous d'abord et ensuite valider leurs émotions qu'eux vivent aussi. Après, des fois, c'est difficile comme parents parce qu'on est challengé par leurs émotions. Fait que, tu sais, c'est pas, je dis ça, j'ai l'air smart, là, mais c'est pas un travail qui est facile à faire. Je suis pas en train de dire ça, mais je pense que c'est un travail qui est essentiel quand même. Oui, c'est confrontant de voir ses enfants être pris avec des grosses émotions, puis pas trop savoir comment les gérer, puis on voudrait juste qu'ils soient bien, puis qu'ils soient pas inconfortables, tu sais. Oui, c'est ça. Puis des fois, ça vient nous faire revivre des choses que nous aussi, on a de la difficulté à vivre ou qu'on a vécu. Fait que, ouais, non, c'est pas... Je pense que c'est un gros travail, mais c'est un travail qui est nécessaire. Comment est-ce que tu fais pour dissocier ce que tu fais de qui tu es? Oh mon Dieu! Je pense que je me suis jamais fait poser cette question-là. Bienvenue à notre podcast. Oui, c'est ça. Écoute, je sais pas si j'y arrive. C'est une bonne question. De ce que je fais comme travail, tu parles, et de ce que je suis. Bien, je pense qu'un va pas sans l'autre. Si je suis pas en contact moi-même avec mes émotions, c'est pas juste mes émotions, c'est mon vécu de sensations. Ça peut être physique aussi, là. Ouais. Si je suis pas en contact avec moi, je suis incapable d'être en contact réellement avec l'autre. C'est impossible. Donc, je pense que à ce point de vue-là, c'est indissociable. T'sais. Puis c'est ce que je recommanderais le plus aux thérapeutes corporels, ceux qui commencent puis qui se demandent comment ils devraient faire pour ressentir. Soyez en contact avec vous. T'sais, je pense que ça passe par là. Plus tu sais comment toi tu vas, plus tu es capable d'être neutre pour recevoir comment l'autre va. Donc, à ta question là-dessus, je dirais c'est presque impossible. Parce que, selon moi, je ne serais pas une bonne thérapeute si j'étais pas comme je suis avec mes clients et vice-versa. Après, c'est sûr que dans mon quotidien, je vis des émotions, je vis des triggers, je vis des trucs qui me débalancent moi-même, qui m'empêchent d'être toujours dans cet état d'attention-là, que quand je travaille, c'est beaucoup plus facile parce que je suis toute seule avec la personne puis je suis là pour l'autre. Donc, je ne suis pas un robot non plus. J'arrive chez nous puis des fois, je décompense puis je suis pas aussi still, aussi calme non plus en dedans. Fait que, Mais justement, tu sais, comment tu fais? Parce que toi, ta vie, c'est d'accompagner les gens dans leur souffrance, finalement, ou dans leur douleur, dans leurs difficultés. Puis même physiquement, tu vas ressentir, tu vas toucher ces gens-là. Fait qu'énergétiquement, il y a aussi un transfert. C'est quoi ton petit rituel à la fin de la journée pour te protéger, finalement, de prendre soin de toi, de ton corps physique à toi? Oui. Bien, le rituel de fin de journée, pour moi, il est moins important que le rituel pendant ou avant chaque client parce que c'est ça qui me permet d'être centrée suffisamment pour être autant à l'écoute de moi que de l'autre. Là, ces temps-ci, je suis partie sur la marche. J'adore marcher. Puis, à la fin de ma journée, quand je fais mon 35 minutes de marche, je pense que ça me régule beaucoup. D'un, ça me régule physiquement parce que ça m'active, mais pas trop en même temps. Fait que ça m'active et ça vient relâcher mon système nerveux autonome, dont on parlait tantôt. La marche, c'est super important pour ça. Je pense que ça m'aide beaucoup, oui, à me réguler, puis à arriver chez moi, puis être disposée à partir mon autre vie. Ton autre shift. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, ça, c'est un exemple qui peut m'aider, sinon la respiration, évidemment, mais je pense que la préparation est d'autant plus importante aussi. C'est quoi pour toi une vie pleinement vécue? Ah, tu me poses des bonnes questions, Adrienne. Une vie pleinement vécue, je pense que c'est une vie le plus possible en contact avec soi, justement. De se découvrir notre bébite qui on est. On est venu
c'est sûr qu'on a chacun une conception différente de la vie, mais tu sais, je pense qu'on est venu, entre autres, pour expérimenter c'est quoi la vie dans un corps humain. Tu sais, la conscience a décidé de s'incarner dans un corps humain puis de vivre et expérimenter ce que c'est. Donc, on est notre premier véhicule, on est notre premier sujet d'étude. Donc, on devrait, je pense, s'étudier le plus possible, se ressentir le plus possible et expérimenter avec ça des expériences qui nous rendent bien, qui nous rendent heureux, qui nous rendent calmes aussi à l'intérieur. Puis après, ben, rentrer en contact avec l'autre, hein, c'est sûr. Donc, de pouvoir... dans le fond, c'est un peu le principe de la croix pour moi. Tu sais, c'est vivre la verticalité avec mon lien avec plus grand que soi, la conscience qui s'incarne dans mon corps, et pouvoir ensuite connecter avec les autres. Je pense qu'il faut que ça passe d'abord par soi, puis après ça, ça peut irradier vers les autres. Marie-Ève, au début, quand je t'ai présentée, je disais que tu étais ostéopathe et facilitatrice en constellation familiale. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton rôle en constellation familiale? Oui, donc les constellations familiales, c'est une approche systémique qui va chercher finalement les membres de notre famille qui sont venus avant nous. Je dis toujours que c'est un peu comme si on avait une constellation dans le ciel, comme par exemple la Grande Ourse, puis qu'on voulait s'assurer que toutes les étoiles sont à leur place et communiquent entre elles pour que ça préserve l'intégrité finalement de cette constellation-là. Donc c'est un peu ça qu'on veut faire avec les membres de votre famille. Parfois, il y a eu des conflits, il y a eu des non-dits, il y a des gens qui ont été exclus, et on veut donc ramener l'amour, l'harmonie dans ce système-là pour que nous, ensuite, on puisse être exempt de certains blocages qu'on transporte des générations d'avant. Donc, on parlait du transgénérationnel pendant le podcast, mais c'est un peu pour adresser finalement des blocages ou des problématiques qui se sont passées là, avant nous. Ça nous permet aussi, après, dans les générations futures, d'avoir levé le voile sur certains blocages, certaines entraves qui permettent ou qui empêchent finalement l'amour de circuler là, jusqu'à nos prochaines générations. Puis quelqu'un qui veut participer à une constellation familiale, je pense Oui. qu'il y a 2 rôles possibles à jouer. Tout à fait. Donc, on a le rôle de représentant et le rôle de constellé. Donc, le rôle de constellé, c'est la personne qui vient finalement adresser une problématique ou plutôt adresser un objectif qu'elle voudrait faire dans sa vie. Et les représentants vont représenter des membres de sa famille à elle ou à lui. C'est pas des comédiens, là. C'est pas des comédiens. Puis, c'est ça qui est bluffant un peu, en fait. Il faut le vivre pour le croire ou le comprendre. On devient investi carrément de l'énergie de la personne qu'on représente. Et ça, les gens, systématiquement, à la fin des constellations, me disent « Je pensais pas que ça se pouvait. Je pensais pas que je pouvais ressentir des émotions qui m'appartenaient pas à ce point-là, des sensations physiques. » Donc, on est vraiment investi de l'énergie de la personne qu'on représente. Et on vient, finalement, harmoniser les liens entre tout ce monde-là qui va être mis en jeu, finalement. Fait que c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas dramatique non plus, c'est vraiment... c'est comme si les personnes pouvaient revivre finalement certains enjeux, puis pouvoir les dénouer, puis replacer ça comme il faut. Fait que t'as pas ton rôle en avance comme dans un jeu de meurtre et mystère. Là. Non. Tu te fais pas dire genre dimanche, T'as pas besoin de te déguiser, t'as pas besoin de te mettre des moustaches, non. C'est sur le spot, sur le spot. Parce que c'est en groupe. Exact. Puis moi, je me retire avec le ou la constellée pour discuter, pour pas que les gens soient biaisés puis qu'ils connaissent l'histoire. Et ensuite, on demande aux gens de choisir des représentants. Et là, ça part. Puis c'est là où je n'explique pas qu'est-ce qui se passe. C'est un peu magique. Ça a rapport avec la conscience élargie, universelle. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'opère. Et on peut le vivre et l'expérimenter. Puis à la fin de la journée, je vous dis, on est convaincu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme difficile de rester stoïque à ça. Oui. Puis, où est-ce qu'on peut te trouver pour ce genre d'expérience-là? Oui, bien, je fais ça avec Boréal, le Centre thérapeutique Boréal, que tu connais bien. Donc, on fait ça à la succursale de Beaubien. Il y en a les dimanches, certains dimanches et certains lundis soirs aussi. Il y a beaucoup de demandes, donc on essaie de rajouter là, des disponibilités pour que les gens puissent bénéficier de cette expérience-là. Sur le site Internet du Centre thérapeutique Boréal, les gens peuvent s'inscrire en ligne sous l'onglet « Atelier », si je ne me trompe pas. Ils ont juste à trouver Constellation familiale. Ils peuvent s'inscrire en ligne. C'est super simple. Le tour est joué. Puis est-ce que tu prends toujours des clients en ostéopathie aussi? Ça fait 20 ans que tu pratiques? Oui, tout à fait. Donc, je prends des clients en ostéopathie. Je favorise les clientèles de périnatalité, de fertilité, accompagnement en fertilité, les bébés, les enfants. C'est sûr que... Et les problématiques là, plutôt psychosomatiques dont on a parlé tantôt, évidemment. Donc, oui, tout à fait. Je suis toujours ostéopathe.
Super. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève, Merci à toi. merci pour ta visite, merci pour la belle discussion, puis tes réponses vraiment inspirantes. Merci à toi pour ton écoute et ton accueil. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!